Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Non mais y a pas, je crois dans mon souvenir, il n'y a pas de God ceinture, truc comme ça. Comment ça, il n'y a pas de God ceinture? Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, mine de rien, même s'il n'en a pas l'air, entend ce que vous nous dites dans les commentaires, apprend de vos retours, de vos critiques parfois et prend donc en compte ce que vous pouvez attendre de nous. C'est ainsi que même si nous n'en avions pas très envie, nous sommes allés voir Deadpool 2 puisque vous vous étiez étonnés à l'époque du premier de notre silence poli. Ce coup-ci, on s'y est collé, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Et pour ce faire, je suis épaulé par un duo de valeureux super critiques réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné épisode 139 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ce deuxième épisode des aventures au cinéma de Deadpool, le super-héros distributeur de Punchline, toujours interprété par Ryan Reynolds, nous fait ici resuivre les traces du mutant pour protéger un autre jeune mutant, Russell, alias Fire Fist, alias le comédien Julian Dennison. Et pour ça, Deadpool va former un groupe de super justiciers, la X-Force, car sur les traces de Fire Fist se trouve le terrible Cable, mutant capable de voyager dans le temps, incarné ici par l'omniprésent Josh Brolin. Oh! Yeah! Your bullets, they're really fast. And last but not least, Peter. any power you want to tell us about? I don't have one. I just saw the ad. You're in. Et derrière la caméra, c'est David Leitch, réalisateur d'Atomic Blonde et co-réalisateur du premier John Wick. Au casting, outre ceux que j'ai déjà cités, on trouve Morena Baccarin, Zazie Beetz, T.J. Miller ou encore Stéphane Capicic qui reprend ici son rôle de Colossus. Votre avis sur tout ça, messieurs? Qui va commencer? Julien, tiens, comme d'habitude. C'est toujours Julien qui pour commence. changer, ouais. Pour changer. Du coup, moi, je vais revenir un peu sur le premier Deadpool, allez, je t'en prie. qui était un film que j'appréciais de justesse. C'est-à-dire que on voyait bien que ça pouvait être un peu irritant, ce côté politiquement incorrect, mais pas trop. On rue dans les brancards, mais on reste quand même dans les clous. Et je trouve que le premier film s'en sortait. Il s'en sortait grâce à deux choses principalement. D'une, je pense, c'est quand même mine de rien la pugnacité et l'implication de Ryan Reynolds qui est réelle, hein, qui a mis, je crois, il avait pas loin de 10 ans en fait à voir ce film aboutir, à travailler au corps ses négociations avec les studios, à essayer à aboutir dans les termes que lui il souhaitait, c'est-à-dire un film rated R. Voilà. Ce qui était aussi, il faut quand même aussi le rappeler, plus qu'un coup marketing, ça reste quand même un risque. Ça a quand même contribué à aider à Logan ultérieurement, même si Logan aurait eu cette classification malgré tout, mais ça les prive évidemment d'une bonne portion du public, mais ça les prive aussi du marché chinois. On le sait peut-être un peu moins, mais du coup c'est un vrai manque à gagner pour les studios. Mais surtout, je trouve que le premier Deadpool, la réussite du premier Deadpool, moi je pense qu'elle est imputable en fait à une personne qui est Tim Miller, qui signait là son premier film, qui est un vrai fan de comics depuis ses débuts, qui a un vrai savoir-faire technique. C'est quelqu'un qui vient du monde des effets spéciaux, un petit peu aussi de l'animation, qui a fait beaucoup de cinématique, notamment pour des jeux vidéo, qui a beaucoup travaillé avec James Cameron et qui d'ailleurs se retrouve sur les suites de Terminator. Et ce n'est pas un hasard. Et je sentais personnellement dans Deadpool cet amour réel et sincère en fait pour le personnage, pour ce qu'il est, pour son côté trublion, et aussi une vraie affection et un vrai besoin de fans de comics de représenter certains personnages. C'est-à-dire que quand un lecteur dilettante de comics comme moi voit un personnage comme Colossus dans les X-Men, c'est un peu irritant pour moi parce que il est quasiment pas là. Le voir représenté comme ça, figuré comme ça dans le premier Deadpool, il y avait une vraie satisfaction là-dedans. Donc je pense que c'est important en fait de replacer les qualités en fait du premier Deadpool pour comprendre ce qui ne va pas en fait dans Deadpool 2. Et ce qui ne va pas dans Deadpool 2, c'est que Tim Miller il est parti, que tout le triomphe en fait du film a bénéficié uniquement à Ryan Reynolds, qui a été encore plus, d'après ce qu'on a compris, contrôle fric en fait sur le film. C'est-à-dire que Tim Miller était attaché à Deadpool 2 puis il s'est barré à cause de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds a coécrit cette fois officiellement. Il l'avait coécrit officieusement le premier, mais là il a coécrit officiellement.
Et il est producteur. Enfin, il y a un vrai ego trip en fait là-dedans, y compris d'ailleurs dans les blagues méta qu'on peut retrouver dans le film. On trouvait déjà dans le premier, ceci dit, il y avait quelques petites blagues méta. Évidemment, non, bien sûr, mais c'était moins noyé, je trouve. Oui. Enfin, c'était moins pesant, on va dire. Voilà. Et puis c'était frais aussi. Oui. C'était ça aussi le truc. Hein. Et ils ont eu la très mauvaise idée de remplacer Tim Miller par David Leitch, non, comme tu l'as dit. Qui est déjà, moi je trouve que c'est un piètre réalisateur. Enfin, je veux dire, quand il s'agit purement et simplement de filmer les scènes d'action, si d'un côté on peut sentir que il a été pendant des années coordinateur des cascades et réalisateur de seconde équipe, et qu'il a eu les frustrations que ces corps de métier là ont quand ils voient les films sur lesquels il travaille, parce qu'ils trouvent que l'action est trop morcelée, que le travail des cascadeurs n'est pas assez sensible en fait dans le résultat final. Donc ça on le sent, moi je trouve quand même mine de rien chez David Leitch, y compris dans Atomic Blonde, mais en même temps, c'est quelqu'un, il sait pas découper. Là, les scènes d'action dans Deadpool 2, elles sont souvent, je trouve, totalement illisibles. C'est quand même un gros souci, et je trouve que c'était pas le cas en fait du premier. Et il n'y a pas cette affection primaire et sincère au personnage, à ce qu'il véhicule et à ce ton. Et du coup, on se retrouve avec un succès d'année en fait du premier qui a déjà toute la surprise et tout le côté on casse les codes du premier sont inventés. Ils vont jamais au-delà de ça. C'est moins bien fait, c'est moins investi, ou alors quand c'est investi, c'est pas pour les bonnes raisons. Et alors il y a un autre truc qui est un peu la cerise sur le gâteau, qui est que je trouve que le film est beaucoup plus sage en fait que le premier. Alors je veux pas spoiler forcément, parce que ça vient en plus vraiment à la toute fin, mais il y a une mise en place en fait du film qui en gros va dans le côté on rue dans les brancards, on casse les codes, basiquement ils font des choix narratifs relativement radicaux, on va dire ça comme ça, mais qui sont totalement désamorcés dans la scène post-générique, ce qui est pour moi un vrai problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage comme Deadpool n'est plus radical, il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Et je trouve même que dans le gore, c'est moins inventif et moins rigolo que dans le premier, et il y a beaucoup moins en fait les gags grivois en fait du premier Deadpool en fait qui contribuaient à faire le truc assez rigolo, quoi. C'est-à-dire il y avait des blagues de fesses, etc. Et là, ça a complètement disparu. Il y a un tel abattage dans le film qui reste quand même des choses assez plaisantes. Je trouve qu'il y a justement cette mise en place. Tant que tu te dis que ils vont peut-être aller dans cette direction-là, c'est pas forcément désagréable, c'est plutôt efficace, ça se laisse voir, quoi. Mais ça se délite petit à petit, puis on sent qu'il y a pas de point de vue, il y a pas de volonté, et j'ai l'impression même aussi, c'est un autre problème, que le film est pas assez écrit. C'est-à-dire que le premier, il a demandé quand même 8 ans d'écriture, là ils ont eu 8 mois. Ça se sent dans le dernier acte, il y a des gros soucis, il y a des personnages qui sont totalement sous-exploités, et Cable qui était promis pourtant dans le premier film, là son traitement c'est quand même super pauvre, et il y a aussi du coup des vrais rendez-vous manqués avec une partie du casting. On peut parler de Josh Brolin, mais tu parlais de Julian Dennison, qui est un comédien néo-zélandais qu'on avait découvert dans à la recherche de Ricky, à la poursuite de Ricky quelque chose. Je me rappelle plus du titre français parce qu'il va sortir en vidéo prochainement. J'espère qu'on en parlera d'ailleurs dans nos ciné, qui est un film de Taika Waititi qu'il a fait juste avant Thor Ragnarok. Et ce gamin était hallucinant en fait. Tu te disais mais d'où il sort, quoi. Et là visiblement ils ont écrit le rôle spécifiquement pour lui. Oui, mais ça se sent pas en fait. Il le voulait absolument dans le film. Ouais, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que ça se sent pas. C'est pas travaillé autour de ça. C'est-à-dire que quand tu vois le film de Taika Waititi, c'est inimaginable qu'il soit interprété par un autre comédien. Là, j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu n'importe qui en fait, et ça aurait fonctionné. Voilà, en gros. Pas mal. C'est donc pas terrible. Stéphane ? Ouais, alors effectivement un peu pareil. Moi, j'irai un petit peu plus loin dans le manque de Tim Miller, notamment pas seulement sur l'action, effectivement, qui est beaucoup plus brouillonne que dans le premier. Le premier, ils avaient le mérite d'avoir une grosse scène d'action, voire 2 à la fin, mais surtout une grosse scène d'action qu'il a réutilisée grâce à, on va dire entre guillemets, l'ingéniosité du scénario, en fait, la façon de le morceler. Et du coup, en fait, on n'avait pas l'impression, enfin, on avait quand même cette impression-là, mais malgré tout, en fait, c'était quand même proprement fait, c'était solide.
solide. Mais le vrai manque pour moi aussi de Tim Miller, c'est dans la façon de filmer l'humour. C'est-à-dire que la plupart des gags tombent littéralement à plat, je pense à cause de la façon dont ils sont filmés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout... c'est un problème que j'ai déjà de manière générale chez Marvel où en fait j'ai l'impression qu'il manque des plans à chaque fois qu'ils essayent de faire un gag où évidemment je leur demande pas tous de faire du Edgar Wright hein, mais quand même malgré tout de filmer ça comme un gag, pas filmer ça comme une scène d'action avec 15 caméras et en fait faire un prout et puis voilà en fait ça passe tout seul quoi. C'est évident non mais passe tout seul. Voilà mais c'est évident que ça marche pas quoi et du coup il y a un abattage ce n'est que ça hein, le film il y a j'ai l'impression 3 fois plus de gags que dans le premier. Du coup, il y a un ou deux moments où tu vas te mettre à rigoler parce qu'ils t'ont à l'usure, hein, on va dire. Mais bon, c'est très pénible. Et en plus, moi, je sais pas pour Julien, mais moi, je l'ai vu dans une salle où ça rigolait pas, en fait, quasiment la plupart du temps. Donc, ce qui est très, très, douloureux pour la comédie, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, on l'a vu, moi non plus, mais c'est une projo de presse. Donc c'est des les journalistes sont des pisse froids. Non, c'est pas ça, mais c'est un public, c'est difficile. Écoute, à comprendre ou à pas comprendre, moi, je me rappelle avoir vu Avengers en projo de presse et la salle était morte de rire. Donc le truc c'est que je trouve pas ça plus drôle, mais au moins ça veut dire que ça peut fonctionner sur le public quoi. Et là en l'occurrence je suis pas sûr que ça fonctionne sur le public. On verra. Parce qu'il y a aussi une problématique moi je trouve dans l'humour. Alors c'est pas un spoiler hein, puisqu'ils en font la promo là-dessus. Ils font un générique d'ouverture avec une chanson de Céline Dion parce que tu comprends c'est super décalé quoi. Et parce qu'elle est canadienne comme le personnage. Enfin bref etc. Et le truc c'est que ok. Mais c'est pas drôle. C'est pareil en fait. C'est à un moment donné, t'as une vraie chanson de Céline Dion au milieu du film, au milieu dans le truc général. Comme ils font des blagues sur les licornes, comme ils font des blagues sur, en fait tous les trucs. T'as l'impression qu'en fait ils sont allés chercher le top 15 des mêmes. Et en fait, ils se sont dit, bon, on va rester dans cette top 15-là, ils vont pas aller chercher à développer ça, ils vont pas chercher à en créer, quoi, tu vois, parce que c'est un peu cette culture à la base, hein, d'humour qu'ils essayent de développer. Et voilà, là, il y a un truc qui fait délirer à peu près tout le monde qui a pas vu le film, hein. C'est quand ils montent l'X-Force, en fait, avec un personnage qui est pas un super-héros, un kidam de base qui s'appelle Peter, quoi. On entendait dans l'extrait, à l'instant. Voilà, c'est ça. Et le mec, il a pas de pouvoir, en fait, il a rien. Alors oui, il a un gag, moi, qui m'a fait marrer quand il doit sauter en parachute et que le type, en fait, au lieu de sauter dans le vide, il s'assied comme si c'était sur une bord d'une piscine pour plonger directement dedans, quoi. Les gens comprendront peut-être en voyant le film, quoi, en voyant le film. Mais c'est pareil, en fait, c'est des persos qui font disparaître au bout de 5 minutes parce que ça sert à rien, en fait, parce que tout le problème du film, en fait, c'est que moi, au bout de 40 minutes, je me suis quand même tourné vers mon voisin, c'était pas Julien en l'occurrence, et je lui ai dit, mais ça raconte quoi ? Il parle de quoi ce film en fait exactement ? Parce que en gros, si je te résume vraiment le film, mais ça tu le comprends peut-être au bout d'1h20, tu vois. C'est Deadpool a un acte de rédemption. Il doit sauver ce gamin parce qu'en fait Cable revient du futur pour le tuer. Voilà. Point. Barre. C'est le pitch et ça ira pas plus loin. Hein. Donc comme le film fait 2 heures, tu le remplis avec quoi ? Tu le remplis avec du vent quoi. Et alors je trouve que c'était déjà un problème dans le premier par moment en fait voilà, mais disons que ils avaient au moins le mérite d'essayer de développer le personnage, de le présenter dans son univers à lui. Là, c'est les caméos obligatoires, ce genre de choses, quoi. La teenager X-Men, là, elle apparaît 3 minutes, elle sert littéralement à rien dans le film, elle revient au combat final. C'est que des trucs comme ça, quoi. Colossus, pour le coup, moi, je trouve qu'il est juste littéralement pas exploité, quoi. Et c'est pareil, en fait, pour jouer la référence où il fait comme dans Say Anything, tu vois, avec John Cusack qui revient avec le truc pour le draguer, enfin, etc., genre je t'aime, tu vois. Donc c'est que des trucs un peu décalés comme ça. Regarde, on a un référencement 80s qui va peut-être perdre le public actuel qui a 20 ans et qui connaissait pas apparemment, si je me souviens bien, à la fin du premier Deadpool, les gamins avaient pas compris le public en fait, le jeune public avait pas compris la référence à le John Hughes, Ferris Bueller. Donc quand il revient à la fin pour refaire la scène d'ouverture de Ferris Bueller, les gosses avaient pas compris du tout que ça venait de là, quoi. Donc bon, en même temps, pour le coup, t'as pas la référence, ça fonctionne pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas plus drôle si tu l'as en fait, comme c'est notre cas, quoi. Donc voilà. Donc tout ça, c'est en fait un espèce d'énorme remplissage. Effectivement, beaucoup plus timoré, mais pas seulement d'ailleurs dans on en parlait en antenne, il n'y a pas de god ceinture dans celui-là, il n'y a pas de scène de cul complètement, crapauteuse. Il y a un god ceinture dans les dialogues.
Oui, voilà. Mais c'est aussi, moi je trouve le problème en fait, c'est l'idée générale en fait de rester dans les clous, comme disait Julien, qui était déjà un peu le cas du premier, mais qui là en fait est vraiment, tu vois, je veux dire, ils vont vaguement référencer le fait que, en une phrase, un bout de dialogue, que Josh Brolin joue aussi Thanos dans un film Marvel cette année. Mais sinon, ils vont rester en fait à vanner et tancher littéralement les mêmes cibles. C'est-à-dire que t'as tellement de choses à dire, moi je pense, sur le médium, les films de super-héros actuellement, et ça se veut comme une contrepartie de la formule MCU. Mais en fait, ils en parlent pas, ils le font pas du tout. En fait, le seul truc, c'est qu'ils vont encore vanner Ryan Reynolds sur le fait qu'il a fait Green Lantern. Ils vont encore vanner le Deadpool comme il était présenté dans X-Men Origins. Ouais, premier Wolverine. C'est marrant, hein. Mais c'est attendu, quoi. Et t'as l'impression que s'ils font encore X-Force après, ils vont refaire ces mêmes blagues de merde au lieu de, je sais pas moi, d'aller vanner les films, les Zack Snyder s'ils veulent vraiment tirer sur l'ambulance, tu vois. Ils le font un peu, ouais. Oui, enfin c'est vraiment, c'est vraiment un bout de dialogue, tu vois. Ça pourrait être une scène complète en fait, ça pourrait être un truc. Mais c'est un autre truc aussi, c'est là aussi je me demande aussi jusqu'à quel point le film et cette suite est pas victime du succès du premier, paradoxalement, en dehors de la problématique Ryan Reynolds que j'évoquais tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu la sensation, je sais pas si tu l'as eu Steph, mais qu'à chaque fois qu'ils faisaient des blagues méta comme ça sur des trucs existants, il y avait une armée d'avocats derrière de la Fox qui leur disait non mais attends, ça tu peux et ça tu peux pas. Ça, tu sens que c'est safe en fait, quoi. Il y a rien, il y a pas de risque en fait. Apparemment Ryan Reynolds il faut des risques pour faire rigoler, quoi. A révélé qu'ils lui ont coupé une blague en fait sur Disney. Il y a une blague sur Disney dans le film, je sais pas, je me rappelle plus ce que c'était la blague parce que ça devait pas aller très loin non plus, quoi. Probablement du rachat Disney Fox qui apparemment sera en train de capoter en plus. Mais et le truc en fait c'est qu'apparemment les avocats lui ont expliqué non, tu peux pas faire ça. Et donc ils lui ont coupé la blague. Alors il faudra vérifier sur internet ce que c'était la blague en question, je sais pas s'il la raconte. Mais voilà. Et l'autre truc c'est que c'est ça en fait le problème, c'est que c'est un film où tu pourrais te permettre absolument tellement de choses si tu veux, quitte à vraiment partir dans parce que par moment on dirait, alors je vais peut-être être un peu méchant pour John Landis, mais on dirait un peu un John Landis par moment en fait dans sa façon de se perdre dans le rythme en fait du film. C'est-à-dire que John Landis il avait ce truc en fait de pas trop dans ses bons films mais vraiment dans les mauvais, dans des films comme Innocent Blood, comme dans des films comme ça où tu te demandais quel ton il cherchait à avoir dans Série Noire pour une nuit blanche. C'est des films où il y a beaucoup de trucs graveleux et en même temps il y a un espèce d'humour complètement enfantin. Innocent presque. À côté de ça, t'as des scènes complètement gravos, des trucs de terroristes et tout ça, etc. Ou des scènes de violence et tout. Et tout l'équilibre qu'il avait réussi à trouver, par exemple, dans le Loup-garou de Londres ou dans Un fauteuil pour deux, il n'arrivait jamais à le répercuter en fait sur ces films-là, dans ce mélange des gens et le mélange des tons. Et là, c'est exactement la même problématique. Ça, je pense que c'est dû à la base à l'écriture. Sauf que t'as pas le côté justement dérangeant que t'avais chez Landis du coup. Non, bien sûr. Mais par contre, le truc, c'est que je pense que c'est dû déjà à l'écriture. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi dû, je pense, encore une fois, à l'idée que ce type, David Leitch, en fait, qui a fait donc une partie de John Wick, il a co-réalisé John Wick et il a réalisé Atomic Blonde. Il va se retrouver apparemment sur, je crois, il y a 2 grosses franchises d'action. Il est sur le spin-off Fast and Furious avec The Rock et Jason Statham, et il est sur un autre film, je sais plus ce que c'est, un autre gros film d'action pareil où les mecs, ça y est, ils sont en train de lui filer les trucs à 200 patates, quoi. Et bah ça veut dire qu'en gros, on va avoir potentiellement des films tout mal branlés en fait d'action. Enfin, non pas que j'attendais particulièrement le spin-off de Fast and Furious, mais voilà. Et le truc, c'est que chantais une certaine attente. Non. Bah, à part si ce n'est qu'il y a The Rock, mais bon, s'il ramène Gus dedans, je veux bien. Le singe de Rampage. S'il y a le singe de Rampage dans le spin-off de Fast and Furious, je le prends, quoi. Voilà. Mais c'est lui qui conduit. Tu vends du rêve là. Ouais. Mais voilà. Et le problème en fait, c'est que je pense, c'est quelqu'un qui est peut-être éventuellement susceptible de mettre en valeur les cascades qu'il voulait filmer parce que c'est son métier et qu'il l'a fait depuis. Et il a les réalisateurs de seconde équipe aussi. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Peut-être. Notamment pour les Washoe d'ailleurs. Ouais, voilà. Mais sinon, le mec il pisse pas plus loin, quoi. C'est même pas qu'une question de découpage, c'est une question de quel ton en fait je vais aborder pour ce film. Donc voilà.
Non, moi, il y avait un autre truc aussi, c'est que il y a des. Je parlais de rendez-vous manqué. Moi, j'ai une frustration au niveau de l'action énorme, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Domino. Son pouvoir, c'est d'être chanceuse. Et moi, quand elle a explosé son pouvoir, tu te mets à gamberger. Tu te dis putain, mais c'est un truc pour faire des scènes d'action, mais c'est mortel, quoi. Tu peux faire exploitable. Et c'est totalement sous-exploité. Genre, si vous y allez en espérant que Domino fasse des trucs et tout avec ça, mais c'est limité, mais il y a aucune réflexion derrière. Non, je voulais dire un autre truc, c'est que c'est un peu un à côté, etc. Mais ça me semble quand même pas inintéressant de le rappeler. Il y a quand même une cascadeuse qui est morte sur le tournage pour une scène à moto, justement. Je crois qu'elle a doublé Domino. Et il y a deux choses en fait. C'est que la première, tu le sens pas dans le film. C'est-à-dire que tu sens pas qu'il y a eu. C'est pas comme la scène d'autoroute par exemple dans Matrix Reloaded où tu te disais putain la cascadeuse qui a fait ça là, c'est chaud quoi. Et déjà tu le sens pas. Donc ça c'est un coup pour David Leitch dont le métier serait justement de mettre en valeur ce genre d'exploit. Mais alors c'est annexe. Hein, je vais pas critiquer le film à cause de ça et tout. Mais moi ça m'a un peu choqué. Il me semble aucune mention. C'est à sa mémoire le film. Ah bon, ah d'accord, parce que je l'ai pas vu moi. C'est à la fin dans le générique. Ah, c'est à la fin. Je suis resté jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut rester jusqu'au bout? Il y a des gags dans le générique, si ce n'est que quoi. Mais encore une fois, je l'ai pas vu. Pourtant, je suis resté. Si, il y a bon, je retire ce que j'ai dit. D'accord. Mais non, mais moi, je rajouterais un truc par contre sur les problématiques du film, c'est qu'il y a aussi là où le film est pas du tout, parce que c'est-à-dire que tu sais pas où il va, mais en même temps, en fait, il est complètement dans les rails et du coup, t'es jamais surpris en fait par la direction que ça prend. C'est-à-dire que déjà moi la grosse surprise pour moi c'est que Josh Brolin est mauvais dans le film, c'est-à-dire il est pas bien exploité, le personnage bon au-delà du fait que le personnage soit pas très intéressant, lui il est pas très bon. Je veux dire, Dieu sait que j'aime pas Avengers Infinity Wars, mais il est plutôt bon dans le rôle de Thanos quoi. Et il est plutôt bon en général, y compris dans les films que j'aime pas quoi. Mais là pas du tout. Enfin je l'ai trouvé vraiment en mode automatique et je pense en fait pas à sa place par rapport à l'abattage en fait de Ryan Reynolds parce que c'est pas un spoiler, hein, mais le film il s'ouvre en fait sur une scène où Deadpool se donne la mort. Alors soi-disant, ils essayent de te masquer le truc, soi-disant parce que Logan est mort à la fin de Logan. Donc je vous ai spoilé Logan, hein, si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Voilà, mais si vous n'avez pas compris encore, voilà. C'est chaud quand même. C'est chaud, ouais. Et donc Logan, il pleure là-dessus, mais évidemment en fait c'est un leurre pour une scène qui va venir un peu plus tard. C'est le seul moment où ils déconstruisent la structure du scénario. Ça dure un quart d'heure, hein, c'est vraiment voilà. Et en fait il t'explique en gros, enfin comme ça en claquant des doigts, que le mec revient à la vie parce que c'est Deadpool et qu'il a le pouvoir de se régénérer. Bon, très bien. Et ils te font 5 scènes où il meurt. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, jusqu'à te faire, en fait, mais le tirer sur la corde, en fait, en faisant style, c'est une scène à Oscar, il va avoir l'Oscar pour cette scène. Tout un truc à la fin où il tire la corde, et à un moment donné, t'es vraiment en train de regarder le truc et te dire, bon... Enfin, personne ne dit à Ryan Reynolds à un moment donné, là on va peut-être couper en fait, ça dure beaucoup trop longtemps, c'est pas drôle, c'est voilà. Et il fait semblant de mourir, tu vois, enfin à l'écran. Et dans une espèce de scène, un pseudo Oscar, voilà. Et je pense que voilà le vrai gros problème du film, c'est Ryan Reynolds aussi. C'est-à-dire que bon, moi je suis pas un grand fan de Ryan Reynolds. Je suis comment dire. Non mais je comprends effectivement qu'il ait porté le film. Je pense après justement le X-Men Origins, je crois qu'il avait accepté de le faire en fait pour justement pouvoir reprendre le personnage plus tard, donc ça date de 2009 en fait. Je comprends, apparemment c'est lui qui a leaké le test footage à l'époque, même s'il se défend de le dire en faisant des blagues, genre c'est moi, non c'est pas moi, tu vois, etc. Donc ce qui est quand même, on dit quand même long encore une fois sur le mec quoi. Et moi, c'est pas quelqu'un qui. Enfin, mais dès Blade Trinity, hein, c'était viscéral, quoi. Je me disais, putain, c'est quoi cette. Moi, je l'appelais assez méchamment, je l'appelais la machine à paix, quoi. Parce qu'il fait que ça, en fait. Ces blagues dans Blade Trinity, c'était lâcher des caisses, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que Blade Trinity, il le tanche pas, quoi, pour le coup, dans Deadpool, tu vois, ce qui est quand même étonnant, parce que c'est quand même une grosse merde aussi, quoi. Ça a niqué une franchise aussi, donc voilà. Et Ryan Reynolds y est pour quelque chose aussi là-dedans, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un piètre leading man, quoi. C'est un type, voilà. J'aurais pu dire effectivement à la sortie du premier Deadpool, bon, il a peut-être trouvé son rôle, mais en fait, vu comment à la base il limitait énormément son jeu, son registre en fait, si tu veux, au personnage, et qu'il en fait moins finalement que dans le premier.
tout en faisant paradoxalement plus, tu vois, dans des trucs où t'as envie de leur dire lâchez l'affaire, c'est bon. Parce que le premier Deadpool, je crois que c'est 1h40, hein, là c'est 2h, hein, donc les 20 minutes de plus, tu les sens bien passer, quoi. Et parce que c'est que du gag, hein, c'est que des conneries comme ça, quoi. Et ben voilà, enfin je pense que c'est le gros problème, et je pense que c'est ce qui sabote aussi par défaut finalement la performance de comment il s'appelle, de Josh Brolin, effectivement le personnage de Domino, le Domino qui est sous-exploité à mort, le gamin qui apparemment est une découverte et qui là est complètement inexistant, etc. Donc c'est vraiment je pense que ouais, c'est effectivement problématique, mais bon, là ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas forcément de Deadpool 3, mais qu'il passerait directement à X-Force. En plus, tout est à faire parce que, en gros, quand tu vois le film, bah, ils n'ont pas monté la X-Force, quoi, finalement. Voilà, et puis, ouais, et puis c'est pareil, tu sais, ils jouent sur des gags attendus, il y a un caméo de Star, tu vois, qui est un plan, hein, c'est un plan. Tu vois pas de quoi je parle, hein. Non, je m'en rappelle. Avec, bah, justement, dans la X-Force, en fait, ils ont un homme invisible. Et à un moment donné, on voit qui est l'homme invisible, quoi. Bon, je vous laisse le caméo si c'est ce genre de truc vous fait triper, quoi. Mais voilà, c'est une très grosse star qui se retrouve en fait à comment dire, voilà, c'est des trucs comme ça en fait. C'est un film qui est vraiment rempli parce que, enfin, Céline Dion elle est là parce que le précédent film il a fait 700 millions ou 800 millions, c'est évident en fait. C'est pas une question de est-ce qu'elle fit dans le projet, est-ce qu'elle-même ça va lui apporter quelque chose. Ça a fait 700 millions, je viens, je signe, tu vois. Et c'est que des trucs de contrat pareil. Donc finalement en fait, ça alors, c'est que le deuxième film, mais ça commence à ressembler à un film Marvel. Vraiment, quoi. Donc voilà, quoi. C'est la pire sentence qu'on pouvait imaginer. Avant de se quitter, messieurs, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations à destination de nos amis auditeurs. On peut rester dans le domaine des films de super-héros, mais c'est vraiment c'est pas obligé, quoi. Hein, vous êtes libre, totalement libre, comme à chaque fois. Julien, c'est dur de rester dans le domaine des films de super-héros. Non, moi, je vais rester avec Tim Miller, du coup. Qui est un mec encore une fois à découvrir et tout, et si vous fouillez un peu sur le net, vous découvrirez un peu de son travail, notamment son travail sur les cinématiques, et je vous invite à voir ses cinématiques, notamment pour les jeux vidéo Star Wars ou les jeux vidéo DC Comics, qui vous donnent un aperçu en fait de l'imagerie que ce mec-là trimballe, et de l'amour qui trimballe pour tout ça. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'il avait accepté notamment Deadpool pour faire un projet qui est cher à son cœur, qui est l'adaptation de The Goon, qui est un autre comics absolument excellent, je vous le conseille très chaudement. Et il y a un petit, c'est pas un teaser, c'est un proof of concept en fait, c'est un petit outil de travail pour communiquer et tout dessus, avec Clancy Brown qui fait la voix de The Goon et qui a un choix de casting juste parfait, idéal. Et voilà, je vous invite à aller fouiller de ce côté-là, parce que c'est plein de promesses et c'est très intéressant. Stéphane. Alors moi je sais pas si c'est une recommandation. Bon, écoute, comme Deadpool 2 est mauvais, en fait j'ai pas trop de mal à recommander un film qui est pas très bon pour le coup, mais qui est quand même meilleur que Deadpool 2, j'ai envie de dire, si tu veux, ce qui est enfin tu me diras il faut y aller, mais qui fait partie des rares je trouve mauvais films de Clint Eastwood. Voilà. J'attendais, je me demandais si tu allais rompre tes obligations contractuelles. Pas du tout, j'en suis encore là, j'ai encore quelques films à passer, quoi. Et c'est un film qui s'appelle The Deadpool. Voilà, tu vois, donc c'est en fait la 5e aventure de l'inspecteur Harry. Alors c'est clairement le plus mauvais film des 5 films, hein, ça c'est assez évident. Mais par contre, ce qui est assez marrant, et c'est pour ça que je fais un peu la reco en dilettante comme ça, c'est que c'est aussi un film qui détourne finalement l'image de l'inspecteur Harry. Ça se sentait que Eastwood en avait déjà un peu marre en fait du personnage-là. Et du coup, en fait, il y a plein de moments tongue-in-cheek comme ça, assez étranges, et qui collent pas du tout avec le reste de la saga. J'avais parlé un peu de Sodom Impact dans une précédente émission, où il poussait déjà un peu certaines logiques comiques empruntées à Doute dur et dingue. Là, t'as carrément une scène de poursuite avec donc la bagnole de l'inspecteur Harry, et qui se fait poursuivre par une petite bagnole téléguidée en fait qui est explosive, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi, tu vois. Il y a quand même encore quelques punchlines bien serrées, parce que l'inspecteur Harry, je crois que c'est dans celui-là où il lui dit collez-vous votre étoile de flic au cul, ça vous fera un suppositoire à 5 branches. Il y a ça, il y a les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, ça vient de là. Ah, c'est dans celui-là. Ouais. Et comme quoi, tu vois, je connais la punchline, mais je l'ai pas vu celui-là, moi. Voilà, mais après je vais pas te, voilà, c'est pas un très bon film, quoi. Mais ceci étant dit, alors il y a Jim Carrey
dans le rôle d'un junkie, enfin d'une star de rock junkie qui reprend en l'occurrence du Guns N' Roses en fait dans le film quoi. Et c'est une des morts les plus dantesques en fait, parce que Jim Carrey étant Jim Carrey, il joue comme Jim Carrey, mais c'était avant qu'il soit connu quoi. Et donc il a une scène d'overdose en fait complètement ubuesque de comment dire, de cabotinage, de pantomime. Voilà. Et puis t'as quoi d'autre? Bon, t'as Liam Neeson dedans. T'as un méchant qui se fait embrocher avec un gros truc pour attraper les espadons là. Voilà. Donc c'est pas très bien. Hein. Ouais. Mais il y a à boire et à manger. Mais c'est mieux que Deadpool 2. Voilà. Ça c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin, la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.